Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde qui se tient à l'occasion d'Appinnovation 2021. Au cours de cette table ronde, nous allons parler de WeLoop et bien sûr discuter de l'entreprise elle-même et de ses solutions. Et j'ai avec moi pour cela Victor Arfi, CEO et cofondateur de WeLoop. Victor, bonjour. Bonjour. Et Grégory Ruotolo, directeur commercial de WeLoop. Grégory, bonjour. Bonjour. Alors, Victor, dans quel contexte WeLoop a-t-elle été créée ? Alors WeLoop a été créé fin 2015, en novembre 2015. Pour faire simple, j'étais consultant et auditeur IT dans une grande société de conseil. Et j'étais en charge de revoir les PV de recettes à l'époque entre les équipes métiers et les équipes informatiques d'une grande entreprise canadienne. Et je me suis rendu compte que quand je parlais avec les utilisateurs, ils me disaient moi, quand je remonte quelque chose dans l'informatique, de toute façon, je le fais peu et rarement. Et quand je le fais, de toute façon, ils ne m'écoutent pas. Donc bon, c'est un peu, on va dire, un ticket ouvert, une bouteille à la mer. Et quand je parlais côté informatique, les équipes informatiques me disaient, écoute, de toute façon, mes utilisateurs, je tire le trait, mais mes utilisateurs, ils savent même pas faire une capture d'écran, c'est compliqué de leur parler. Donc là, je dis, bon, quand même, on est en fin 2015, on est en plein dans l'expansion de l'agile, dans l'idée, on commence à parler de communauté, de collaboratif, c'était le tout début de Slack, je pense même, et de Teams. Bref, en gros, on lance les choses, comment ça se fait que les deux mondes se parlent pas? Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de WeLoop, c'est comment rapprocher ces deux mondes. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Passeut et Tung, mes associés aujourd'hui, qui eux en gros travaillaient chez Vente Privée, qui ont dit voilà en fait même chez Vente Privée en fait on a les mêmes problématiques aujourd'hui. Passeut était responsable de projet chez Vente Privée. Il dit quand je délivrais un projet, ça plaît à mes utilisateurs, j'en sais strictement rien, c'est un peu dommage. Je me suis dit écoute, on se lance là-dessus et depuis le temps, après on est parti entre-temps à San Francisco avec les Refiners, un accélérateur américain qui nous a repéré, qui a trouvé la solution particulièrement pertinente actuellement sur la partie Digital Workplace. Donc on est parti là-bas. Ça a été un grand changement, notamment au niveau du business model et du business plan. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, on est retourné en France pour pouvoir lancer la boîte dans de très bonnes conditions, parce qu'on s'adresse aujourd'hui principalement à des ETI et des grands comptes. Et quand on est une start-up, faut revenir en 2017, 2016. Bon voilà, faut connaître des gens, connaître ces personnes aux États-Unis là-dessus. On est rentré en France, on a lancé la société. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, c'est assez cool. Et on prépare une série A fin d'année pour repartir à l'international, ouvrir des bureaux normalement côte est aux États-Unis. D'accord. On donnera un peu plus tard dans l'émission peut-être un exemple de cas client. Donc on a saisi la problématique. On a d'un côté l'équipe IT qui en gros n'entend pas ce qu'on lui dit, ne voit pas, ne traite pas suffisamment vite, et d'un autre côté des utilisateurs qui eux sont persuadés que finalement il sert à rien ce qu'ils font puisque l'équipe IT ne les verra pas et bref. Comment fonctionne votre solution dans ce contexte? Comment est-ce qu'elle permet justement de rétablir le dialogue, je dirais, entre d'une part utilisateur et équipe IT? Déjà, si je peux compléter juste avant ce que vous avez dit, en fait, ça va encore plus loin que ça quand vous déployez typiquement une solution Salesforce, puisque l'on parle dans le cadre de Salesforce. Mettez-vous à la place d'un chef de projet quand il a parlé avec ses utilisateurs, quand on paramètre cette application. L'utilisateur avec qui il parle, ça se trouve, est à des centaines de kilomètres ou milliers de kilomètres de lui, il ne le connaît pas, il ne sait pas à quoi il ressemble en termes de profil, je veux dire, est-ce qu'il utilise tous les jours son application ou pas. Et cette personne, quand vous êtes en train de déployer un Salesforce, quand il va s'exprimer, mais vous ne savez pas vraiment qui il est. Vous ne savez pas s'il est pertinent pour faire ce retour. Vous ne savez pas si son message a de la valeur ou non. Est-ce qu'il utilise Salesforce depuis une semaine, depuis 2 heures, 10 heures par jour, 1 heure par jour? Vous n'en savez strictement rien. Donc même quand vous avez des retours, c'est là où vous avez le problème. Vous avez le retour de quelqu'un. Vous n'êtes pas capable de savoir s'il est pertinent ou non. Et aujourd'hui, en fait, l'organisation, là où c'est mal fait, c'est qu'on va souvent mettre en place des réunions de qualification avec des key users, qui sont souvent key users par le nom, parce que manager, mais potentiellement les gens les plus de terrain. Et après, vous allez avoir du coup ce retour qui va être discuté dans une réunion, on perd du temps, tout ça, pour souvent ce qui en sort des choses qui ne sont pas bonnes. 50% aujourd'hui de ce qui est développé sur les applications internes, c'est une étude Appian, 50% de ce qui est développé sur les applications internes ne répond pas aux besoins des utilisateurs. C'est énorme, on a parlé de ce chiffre-là pendant la préparation de cette table ronde, et 50% c'est vraiment gigantesque, c'est-à-dire que la moitié de ce qui est développé ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Enfin, c'est colossal. C'est monstrueux. Je sais pas si tu as vu ça, toi, avec tes clients, mais c'est... Si, c'est une des problématiques qu'ils ont. C'est-à-dire, pourquoi on développe autant de fonctionnalités sur des applications et les 3/4 ou la moitié n'est pas utilisée. Et en fait, ce qu'il faut se mettre à la place d'un développeur. Il va développer une application. Donc c'est ce qu'il pense avec un chef de projet, d'accord, mais il la pense comme ça, il la conçoit comme ça. Et du coup, un développeur, il se dit, tiens, ça va marcher comme ça, on va faire ça, ça va cartonner, tout ça. Sauf que ce n'est pas, en soi, c'est pas lui l'utilisateur de l'application. C'est pas lui qui va l'utiliser tous les jours pour son business, pour son métier.
dans le cadre de sa vie de tous les jours, du coup. Et du coup, là arrive la problématique. C'est-à-dire, tiens, j'ai développé plein de fonctionnalités, il va pouvoir tout faire. D'accord. Est-ce que ton utilisateur a besoin d'autant de fonctionnalités pour bien faire son travail? En fait, on prend le problème à l'envers. On développe plein de trucs pour qu'il fasse bien son travail. Sauf qu'il va être perdu dans énormément de fonctionnalités, l'utilisateur, et du coup, au lieu de bien faire son travail, il va se désengager, et du coup, pas mal faire son travail, mais en tout cas passer par d'autres moyens pour faire son travail au lieu de l'application qu'on lui a mis en place. D'accord. Ce qui effectivement pose problème. Cette solution, elle repose aussi sur un fort aspect communautaire. Qu'est-ce que vous entendez par là, justement, Victor? Alors, donc du coup, toute l'idée de WeLoop, c'est de dire quand quelqu'un va dire quelque chose, il faut qu'on puisse le qualifier avec la communauté des utilisateurs de cette application. Donc du coup, si quelqu'un va s'exprimer, en gros, pour faire simple, WeLoop, ça fonctionne sous forme de post-it, on va dire, pour que ce soit visuel. On permet à un utilisateur de pouvoir mettre un post-it sur son écran, sur son Salesforce, et dire tiens les gars, ce menu déroulant, il manque une valeur, tous les jours je clique sur autre, ou ce champ, c'est un champ texte, alors que ça devrait être un champ date, du coup je fais des erreurs de saisie, des fois du coup ça ne déclenche pas les processus qui sont derrière, et ainsi de suite. Donc on permet à l'utilisateur de pouvoir mettre ce post-it sur l'écran à l'endroit où il a son problème. Et ce post-it, il est intelligent. En fait, on va le partager parce que nous, comme on est intégré dans Salesforce, on va le partager, ce post-it, avec les autres utilisateurs qui ont le même profil que la personne qui a créé ce post-it. Donc en faisant ça, on va cibler telle personne dans le monde, telle personne dans le monde, telle personne dans le monde qui ont les mêmes profils. On va leur pousser ce post-it dans leur écran. Ils vont pouvoir le voir et donner leur avis dessus. Donc en faisant ça, en fait, on mobilise la communauté, pas 100% des utilisateurs Salesforce, ceux qui sont pertinents, pour qu'ils donnent leur avis, pour qu'ils nous aident à qualifier ce feedback, pour que le chef de projet ou le développeur, comme dit Greg, il soit sûr, avant de développer ou de paramétrer la fonctionnalité, que c'est quelque chose qui a un impact, qui va être utile pour ses utilisateurs. On ne va pas faire aujourd'hui une réunion de qualification parce que quelqu'un dit quelque chose, avec des gens qui sont, ça se trouve, aucun rapport avec cette fonctionnalité ou qui sont trop, entre guillemets, déconnectés de la réalité de terrain parce qu'ils ne l'utilisent pas tous les jours. Là, au moins, on sait avec les utilisateurs terrain qui sont les bons pour donner leur avis, si c'est pertinent ou pas. Et donc, du coup, côté chef de projet, quand on développe quelque chose, on est sûr de développer ce qui est vraiment important pour les utilisateurs. Comme dit Victor, on va être une aide à la priorisation, en fait. Pour les chefs de projet moi, product owner, même des business units, tout dépend qui, on va dire, est le chef de projet de cette application-là. Et on va vraiment être une aide à la priorisation, c'est pour ça qu'on a fait on a fait un outil communautaire. Vous allez avoir deux variables, on va donner la possibilité au chef de projet de voir déjà si la demande faite par son utilisateur est une demande vue par l'ensemble des autres utilisateurs du Salesforce, du Sales Cloud par exemple, et combien de personnes sont engagées, combien ont voté, commenté, pensent que c'est une bonne idée. Et donc avec ces deux variables-là, le chef de projet va se dire, si je développe cette fonctionnalité, 70% de ma communauté par exemple va adhérer à cette fonctionnalité, ok, je l'envoie à mes développeurs en priorité haute et c'est ça qu'il faut qu'on développe et pas d'autre chose, pour continuer l'adoption de notre application et satisfaire nos utilisateurs métiers. Et l'autre chose de la communauté, c'est on vit en communauté. Pourquoi on a fait un outil communautaire? Les utilisateurs, en fait, avant, quand on leur demande d'envoyer un mail tout seul, ils se disent « Putain, je vais peut-être tout seul au front. Je vais envoyer un mail, je vais peut-être pas avoir de réponse et je pèse pas dans la balance. » Là, ils vont être entre eux, ils vont voter et interagir entre eux et avec les chefs de projet. Ce sentiment d'appartenance et de dire « Tiens, on le fait en groupe », fait que vos utilisateurs vont commencer à être engagés. C'est-à-dire, tiens, voilà, en fait, je fais vraiment partie d'une équipe, je travaille avec des collègues que je ne connais pas côté métier, qui ont les mêmes problématiques que moi, et en plus de ça, les chefs de projet et la DSI nous demandent notre avis. Donc là, j'ai vraiment l'impression de faire partie d'un projet, ensemble, business et IT. Voilà pourquoi on a créé un outil communautaire. Je vais pas dire échantillon parce que finalement ça peut être une communauté qui est assez large. Comment est-ce qu'elle est constituée? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que l'outil permet de sélectionner automatiquement, je sais pas, quelqu'un qui va utiliser un produit Salesforce à Bangalore, un autre utilise le même à Dublin, un autre le même au Cap, un autre le même à New York. C'est un algorithme qui permet par exemple de sélectionner automatiquement ces profils? Totalement. En fait, le WeLoop est totalement transparent en termes de paramétrage et d'installation. Pour faire simple, vous voulez nous mettre sur Salesforce, sur le Sales Cloud qui est utilisé, le même Salesforce qui est utilisé par différentes entreprises, enfin des utilisateurs partout dans le monde, je veux dire. Nous, il n'y a pas de problème, vous le mettez dessus et après, nous, avec nos algorithmes, on va être capable de dire, voilà, cet utilisateur dans le monde a le même profil que celui-là, a le même profil que celui-là. S'il s'exprime, notre algorithme va dire, c'est à cet utilisateur-là et à cet utilisateur-là qu'on va pousser le feedback. Donc après, évidemment, il y a un découpage par application. Si on prend Salesforce, ce qui arrive fréquemment, après ça dépend des clients, mais globalement, vous allez avoir un WeLoop pour le Sales Cloud, un WeLoop pour le Service Cloud, un WeLoop pour le Marketing Cloud, et ainsi de suite. Donc les communautés sont créées par module Salesforce, parfois par environnement, ça va être différents environnements différents. Et après, nous, dans cet environnement, on va être capable
avec notre intelligence artificielle, notre intelligence communautaire, exactement, de dire voilà, ces utilisateurs-là, s'il y en a un qui parle, pousse d'abord en priorité à eux, et selon d'ailleurs les interactions des uns et des autres sur ce feedback-là, on va être capable de préciser à chaque fois en temps réel un peu plus la communauté pour être sûr que voilà, on fait du ciblage véritablement très précis. Alors on a effectivement la portée à l'attention de tout le monde, de la communauté d'un problème. Au niveau de la résolution du problème, comment ça se passe? Quand le problème est résolu, quand une problématique est résolue, vous le disiez tout à l'heure, il manque une valeur dans un champ, par exemple. Comment est-ce que la communauté est avertie et comment justement ils peuvent savoir que le problème qui était signalé était réglé? Vas-y, je t'en prie. Ouais, merci. Ok. Du coup, c'est intéressant. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de la communication qu'on aime nous appeler descendante. Donc, en fait, de vos utilisateurs aux équipes produits. Et là, votre question, c'est comment les utilisateurs, du coup, sont mis au courant que la feature a été développée, que la fonctionnalité est développée ou que le problème est résolu si c'est un bug. Ce qu'on appelle, du coup, nous, la communication ascendante, ça, c'est le chef de projet qui va gérer tout ça. C'est-à-dire que quand il a envoyé son ticket dans un outil ticketing tel que Jira, que le développeur l'a fini, déjà on a la bidirectionnalité entre les produits. Donc automatiquement sur son back-office WeLoop, le chef de projet va être mis au courant. Tiens, la fonctionnalité a été terminée. Petit check en vert, le Jira dans Jira ça a été développé, le chef de projet est mis au courant, pas les utilisateurs. Hein. Pour compléter ce que dit Greg, en fait, quand un feedback est créé sur WeLoop, si le chef de projet veut l'envoyer en développement, et en gros, on est déjà connecté à ces outils de gestion de projet, et en un clic, ça l'envoie dans votre Jira, ServiceNow, Trello, GitLab, selon ce qu'utilise l'équipe de développement, et surtout, c'est véritablement bidirectionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de deuxième saisie à faire dans ces outils, c'est envoyé dedans, et c'est connecté en temps réel. S'il y a des informations qui sont mises à jour dans votre Jira, le chef de projet notifie son interface WeLoop. C'est ça. Et du coup, quand cette fonctionnalité va être développée, le chef de projet, et c'est pour ça que WeLoop n'est pas un outil de feedback, mais une plateforme vraiment de voice of employee, par exemple, de la voix de l'utilisateur, de voice of user, c'est que le chef de projet va pouvoir s'adresser de façon différente. Soit en écrivant un message typique, un feedback qui va arriver sur le côté front de l'application, donc sur le widget côté utilisateur. Voilà, la feature a été développée, un message classique, qui peut mettre en avant d'ailleurs grâce à une fonctionnalité de WeLoop qui s'appelle le ping. Soit il va pouvoir faire une release note complète, insérer des vidéos, des tutos dedans, donc vraiment une release note. Donc les release notes, c'est vraiment, on va dire, un retour mais complet sur les nouveautés de l'application, sur les nouvelles fonctionnalités de l'application. Souvent, c'est tous les 14 jours ou tous les mois. Et voilà, avec, donc, comme je vous disais, des vidéos explicatives, des documents externes à consulter ou autres, etc. Il peut aussi faire du sondage. Donc, faire du sondage, est-ce que l'application est sortie d'ailleurs, est-ce qu'elle vous convient? Et aussi, de là, remplir ce qu'on a une FAQ, parce qu'on a des FAQ intégrés et surtout qui fonctionnent en stylo. Donc, une FAQ pour telle application, par exemple, d'un Salesforce, on va dire le Sales Cloud. Et là, donc, les utilisateurs vont pouvoir retrouver, en plus qu'ils aient eu l'information qui soit développée, s'ils ont la question ou s'ils n'en souviennent plus, toutes les réponses dans la FAQ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous mettez à jour une application, après une demande d'utilisateur, la plupart du temps, l'utilisateur n'est pas tenu au courant. Tout du moins, c'est assez compliqué. Et si c'est fait, ce qu'on a vu chez les clients, le plus souvent, ça va être via l'intranet ou un groupe, une channel Slack, on va dire, propre à l'application. La vérité, malheureusement, là-dessus, c'est que vous êtes des milliers d'utilisateurs, vous êtes sur une channel Slack pour votre application, pour votre Sales Cloud par exemple, le truc c'est noyé dans un flux pas possible. Oui. Les gens qui ont donné leur avis sont peut-être pas au courant qu'il y a eu telle nouveauté. Et surtout, il n'y a pas de remerciement non plus pour les équipes informatiques. Je veux dire, c'est une notion hyper importante dans l'aspect communautaire. Les mecs ont travaillé sur une fonctionnalité que vous vouliez, les gars, qui vous va améliorer votre quotidien. Entre guillemets, la moindre des choses, c'est est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce que vous êtes juste content avec? Et dans ce cas-là, dites-le nous. C'est un peu bête, mais juste le fait dans WeLoop, de pouvoir dire, tiens les gars, on a mis ça à disposition, est-ce que ça vous va? Et que les mecs peuvent mettre des likes, dire super idée, super résultat, enfin merci les gars, ça marche comme il fallait, ou attention, faut améliorer ça ou ça, ça permet véritablement de créer cet aspect communautaire et surtout qui fait que tout le monde avance dans le même sens. Ça donne une vision commune. On travaille ensemble, on tire dans le même sens les gars, s'il y a des choses à améliorer, on le voit ensemble. Ça, c'est hyper clé. Et ça permet aussi de résoudre un dernier point qui est important, ça peut aller jusqu'à 80% le temps du reworking de fonctionnalités pour un chef de projet, pour des développeurs. Le reworking, c'est on a développé une fonctionnalité, ça ne correspondait pas à ce qu'il fallait, il faut retravailler dessus. Il faut savoir que c'est hyper barbant pour une équipe informatique, rouvrir quelque chose que tu as déjà fait, retravailler dessus, c'est chiant, et surtout tu n'as peut-être plus la tête à ça, tu es passé à autre chose entre-temps. Là, l'idée, c'est, on vient de le mettre en prod, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut encore revoir ou pas déjà? On le voit maintenant, les gars. Pas dans 10 ans, parce que j'ai encore la tête dedans, c'est maintenant qu'on peut le voir. Et ça change véritablement tout.
Comment votre solution fonctionne-t-elle, et Grégory avait commencé à l'évoquer, avec les autres outils de gestion de projet? Il y en a quelques-uns qui ont été cités, Jira, Trello, il y en a encore plein d'autres. Comment est-ce que vous arrivez justement à vous connecter avec ces solutions, sachant que dans une même communauté, je suppose, tout le monde n'utilise pas le même outil. Je pense qu'on va trouver du Jira, on va trouver du Trello. Comment justement vous arrivez à vous connecter avec tout ça et surtout à continuer à fournir une expérience qui reste identique, indépendamment de la solution de gestion de projet? Je te laisse commencer. C'est déjà, ça a été long de faire toutes les intégrations, mis à part ça, et qu'elles soient bidirectionnelles. Oui. Je vous raconte pas. On a plus de bouteilles maintenant. Enfin, on a peu d'histoire de start-up derrière tout ça qui permet d'avoir tout ça. En fait, Wheeloop a été pensé pour une intégration extrêmement simple et surtout offrir la même expérience à tous les utilisateurs, dans l'idée. Donc en fait, quand on a fait quelque chose pour une intégration, on a tout de suite essayé de faire la même chose pour les autres, pour que ce soit très homogène. Et après, c'est là où les logiciels de gestion de projet aujourd'hui sont assez uniformes là-dessus. Les accès API, tout ça sont globalement les mêmes. C'est assez simple. Donc en gros, quand on se connecte à une API d'un des logiciels, on fait en sorte de récupérer tout de suite l'ensemble de ces champs, les champs obligatoires, on va dire, dans l'application, qui ont été paramétrés par l'utilisateur, quel que soit le logiciel de gestion de projet, GitLab, Trello, Azure DevOps, Azure AD, DevOps, oui, quand il est ainsi de suite, pour être sûr que voilà, si je me suis connecté à ce logiciel-là, de un, j'ai tombé sur le bon chef de projet de l'autre côté. Donc ça, au début, on le renseigne quand on se connecte à Wheeloop, qui est à destination de ça, et comme ça, on est sûr que quand on enverra les tickets selon la typologie entre guillemets dans le bon outil de gestion de projet, ça tombera sur la bonne personne tout de suite, et surtout, ça arrivera avec tous les champs qu'il a demandé remplis. Et ça, c'est pas un nice-to-have, c'est un must-have. Déjà, ça arrive, c'est complet, quoi. Il y a un truc tout bête, c'est un effet un peu inattendu de Wheeloop. Si vous mettez à la place d'un développeur, vous allez recevoir un ticket tout d'un coup avec l'historique de conversation des utilisateurs dessus. Comment j'en suis arrivé à ce ticket-là? Le mec, il a proposé ça au début, l'autre a complété en disant ça, il y a tant de personnes qui ont liké le sujet, et puis j'ai la capture d'écran qui est automatique avec, et puis je sais qu'il était sur la version 12.17.18 de Chrome, chose d'ailleurs quand c'est un bug, vous l'avez tout de suite, je veux dire, c'est pas évident, mais bon, vous l'avez tout de suite. Vous êtes véritablement dans le projet, quoi, je veux dire. Vous êtes là, vous n'êtes pas juste le chef de projet qui a dit, tiens, je sortis ça de mon chapeau, faut que tu développes ça. Là, on sait véritablement comment c'est arrivé ici. Et ça, c'est plutôt cool. Grégory, un mot pour compléter? Ouais. D'ailleurs, le chef de projet côté back-office, vu que vous pouvez avoir plusieurs personnes côté back-office pour un projet, un UX designer, un product owner, etc. Et parfois, ils n'utilisent pas la même chose. Par exemple, un responsable support va utiliser ServiceNow et un product owner, va utiliser Jira avec ses développeurs. Et ben nous, en fait, chaque profil, donc chaque chef de projet, en tout cas chaque personne qui a accès au back-office, peut choisir d'ailleurs son outil de ticketing auquel il est relié. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il sait avec quel outil de ticketing il travaille. Donc du coup, il peut en choisir d'ailleurs un ou plusieurs en fonction de ses droits. Voilà. Ouais, vous prenez surtout les très grosses structures, souvent il va y avoir un ServiceNow pour le support et un Jira pour l'amélioration pure et dure. Ouais. Donc là, du coup, vous avez vos deux workflows qui vous permettent, du coup, selon le type de retour qui est fait, si c'est un bug pur et dur, hop, on l'envoie dans le support, ou un support niveau 0 dans le ServiceNow. Et si c'est une demande d'évolution dans Jira, mais quoi qu'il arrive, le fait que ce soit des intégrations bidirectionnelles fait que votre demande, quand elle est traitée, vous, en tant que chef de projet, et votre communauté aussi, du coup, êtes mis au courant de ça a été traité, ça a avancé, voilà. Qu'on puisse se remercier s'il y a des choses qui ont été faites, qu'on travaille ensemble, quoi. Grégory, est-ce qu'on peut évoquer un cas client, un exemple d'entreprise, sans forcément citer le nom d'ailleurs, mais un exemple d'entreprise qui est cliente de votre solution? Oui. Alors, citer le nom, je sais pas. Oui, enfin, c'est assez connu. On travaille avec Engie, notamment. Enfin, je vais prendre ce cas-là. Sur la partie Salesforce, donc je ne citerai pas par contre les outils sur lesquels on s'est mis, mais du coup, Engie avait pour projet en fait de déployer 3-4 solutions Salesforce début d'année 2021, et ils ont choisi du coup Wheeloop, enfin après des discussions ensemble et d'ailleurs avec l'appui aussi des équipes Salesforce, ont décidé de choisir Wheeloop pour assurer le déploiement et l'adoption de ces outils Salesforce auprès de leurs utilisateurs finaux, qui eux n'avaient jamais utilisé d'outils Salesforce pour le coup. Donc voilà, Wheeloop a vraiment été mis en place pour assurer ce déploiement, cette adoption, faire en sorte que les utilisateurs puissent remonter leurs demandes d'évolution, leurs besoins, leurs bugs, leurs questions de façon assez rapide. Toute une organisation a d'ailleurs été mise derrière, ce qui était plutôt... ça a été un plaisir, enfin c'est un plaisir de toute façon de travailler avec Engie, c'est pas ça a été, c'est qu'on travaille toujours avec eux. Et du coup, ça a permis de réussir le déploiement de
ces mastodontes de ces quatre grosses applications avec beaucoup d'utilisateurs en plus derrière. On a mis plein de choses en place. On a mis en place d'ailleurs une FAQ avec eux. La FAQ venait de sortir chez WeLoop. On l'a testé grandeur nature, ça a super bien fonctionné. Il y a plus de 280 questions-réponses qu'on a remplies avec eux, qu'on a même remplies pour eux. Parce que WeLoop, c'est pas que un produit, c'est aussi tout un accompagnement. Bien sûr. Et écoutez, en tout cas, ça a l'air d'être un succès. Donc, on a de super bons retours et on est assez contents. Bon, on met beaucoup de poids sur, c'est hyper important ce que je viens de dire sur la partie accompagnement. En fait, on sait que si WeLoop est adopté par les chefs de projet, par les end-users, c'est aussi le projet du client qui est en dessous, qui entre guillemets sera aussi adopté. Donc on met énormément d'énergie sur la partie adoption pour être sûr de WeLoop lui-même, je veux dire auprès du client, pour être sûr que si ça prend, on sait que le client dessous sera un succès. Qu'est-ce qui différencie, Victor et Grégory, votre solution de celle de la concurrence? Il y en a d'autres sur le marché. Qu'est-ce qui fait sa valeur dans ce contexte? La communauté, véritablement. Ouais. En fait, il y a beaucoup de concurrents. Alors déjà, il n'y en a pas sur les applications internes, il faut le savoir. La plupart des concurrents, c'est pour du B2C ou pour des éditeurs SaaS purs et durs, je veux dire, mais pas dans des cercles de end-users qui sont des employés. Beaucoup typiquement vont être reliés, après le positionnement est très intelligent, hein. Je veux dire, vont être reliés typiquement au CRM de l'entreprise par an pour savoir si quand un utilisateur fait un feedback, est-ce que c'est un client important ou pas, est-ce qu'il est en période de renouvellement ou pas, qui va permettre en fait de faire des priorisations pas par rapport à la communauté, mais par rapport au client lui-même. Donc on a beaucoup de ça. Après vous allez avoir beaucoup de concurrents indirects sur tout ce qui va être partie B2C, tout ce qui est du sondage en fait, ou sur les sites internet, feedback rapide et tout. Là vous n'allez pas chercher l'aspect communautaire, parce que vous êtes avec des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Et surtout, quand quelqu'un s'exprime, si vous faites parler tout le monde de manière un peu, sans savoir son profil, vu que vous l'avez pas, vu que c'est des gens, vous, moi, toi, n'importe qui, sur notre application, je veux dire, c'est assez compliqué du coup de savoir à qui pousser les feedbacks. Donc c'est une anarchie qui se met en place. Et après, sur l'interne pur et dur, ce qu'on voit aujourd'hui principalement comme concurrent, c'est du do-it-yourself, ça va être les channels Slack, ce genre de choses, qui sont déjà installés, donc il y a un avantage aussi. Mais par contre, quand quelqu'un parle dans une channel Slack, bon, tout le monde y a accès, mais c'est pas le problème. Mais c'est, est-ce que vous allez répondre, est-ce que vous allez préciser, vous êtes hors contexte. Nous, on est directement dans votre application. Et quand quelqu'un parle, nous, on sait qu'on va pousser à la bonne personne pour qu'il donne son avis et dans son contexte. Il n'y a pas de l'effort à faire pour sortir de l'application. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième, je pense que la partie véritablement intégration in-app, typiquement sur Salesforce, pour les Sales Cloud, Service Cloud, on se met dans l'utility bar. On peut aussi se mettre d'autres manières, mais dans l'utility bar, l'idée c'est de dire l'utilisateur est habitué à travailler avec cette utility bar en bas dans son écran. On est en 100% marque blanche et il faut être intégré dans son quotidien, qu'il n'y ait pas une question genre tiens c'est quoi WeLoop, ça fait un peu de truc extérieur. Donc ça aussi on pense l'intégration à 300%. D'où aussi l'importance d'ailleurs des connexions avec les outils de gestion de projet, que ça soit très transparent. En fait WeLoop ne doit pas être une nouvelle contrainte pour l'utilisateur. C'est pas un outil supplémentaire, c'est pas une problématique supplémentaire, c'est vraiment un outil supplémentaire dans la plateforme Salesforce qu'on peut déployer, qu'on peut lancer dès qu'on souhaite. Et qui rentre d'ailleurs dans vos workflows. Hein. On s'adapte au workflow du client. Et il y a autre chose sur nos concurrents qui est assez intéressante. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps avec nos investisseurs. On a fait une remarque, et d'ailleurs tout le monde a dit vous avez raison. C'est qu'en fait WeLoop, à la base, est un outil de feedback communautaire. Ça devient une plateforme, comme je le disais tout à l'heure, avec la FAQ, la release, les analytics bien poussés d'ailleurs qui arrivent bientôt, et d'autres choses, d'autres très grosses nouveautés. Et en fait, on va avoir par exemple un concurrent qui va faire du feedback, mais pas comme nous. On va avoir un concurrent qui va faire du sondage, mais du coup pas comme nous. Comme vous, Et du coup, chez le client, c'est qu'il va devoir acheter un truc qui fait du sondage, un truc qui va faire du feedback, un truc qui va lui faire de l'analytics, etc., etc. Et mis bout à bout, tous ces outils, petits ou gros outils, ça a un prix. Nous, on veut vraiment être, Victor aime bien le dire, le toolkit du chef de projet, mais voilà, on veut vraiment être la plateforme pour la voix de l'utilisateur, qui va aider la transition entre les métiers et la DSI. Écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin et c'était très clair. Merci à vous, merci Grégory, merci beaucoup Victor, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr suivre cette table ronde et en suivre d'autres tout au long de cet événement. Excellente journée à vous, à bientôt, au revoir.